Alors, donc, ce soir, c'est notre dernière conférence de la saison 2015-2016. Il y a encore une sortie pour laquelle vous aurez des informations très prochainement. Le 4 juin, le samedi 4 juin, c'est une sortie sur la ville de Sarlat, avec Sarlat le matin, et la visite guidée, bien sûr, et ensuite la visite du remarquable château de Comarque. Donc, information à venir. Alors, dernière conférence, mais je vous rassure, il y aura une saison 2016-2017, et on peut vous annoncer d'ores et déjà que votre conseil d'administration a travaillé, a beaucoup travaillé, et que nous aurons, je pense, aussi quelques belles affiches durant la prochaine saison. Alors, dernière conférence de cette saison, certes, mais exceptionnelle. Exceptionnelle car nous avons le bonheur d'accueillir deux historiens dont la notoriété est indiscutable. Et ils vont vous présenter le sujet de leur dernière étude, qui est affiché, ce sujet étant la quintessence, si vous voulez, d'un ouvrage qu'ils ont publié, que vous avez là, Une histoire érotique de Versailles, qui est un ouvrage qui fera date et qui connaît un très grand succès de publication, un très grand succès d'édition. C'est à noter parce que tous les ouvrages d'histoire ne font pas des tirages importants. Merci local. Donc, je disais, oui, cet ouvrage, bien sûr, sera à votre disposition à la vente grâce à M. Martin, notre partenaire de format Livre Libre, et vous pourrez, bien sûr, le faire dédicacer par Mme Moretti et M. Verger-Franceschi. Alors, Madame, vous avez aimablement accepté de faire un bond aérien depuis cette belle terre de Corse, en compagnie de votre charmante famille, et nous vous en sommes très reconnaissants. Alors, après votre doctorat de sciences, des sciences de l'art et de l'esthétique, vos recherches vous ont amené sur l'histoire moderne, la féminité, et cela n'est pas banal. Vos recherches se trouvent au croisement des civilisations françaises, russes, britanniques et américaines. Ceci de par vos origines russes et votre implantation dans l'île de Beauté, où vous avez enseigné, sachant qu'aujourd'hui vous êtes enseignante d'anglais à Sciences Po Paris et à Paris 4, à l'Université de Paris 4. Alors, je dirais simplement que dans vos publications, une bonne place est faite à Napoléon et à la Russie. Ben, ça se comprend, hein, le cercle, ça ne m'étonne pas, le cercle est bouclé, et à Pascal Paoli, l'oublions pas. Michel Verger-Franceschi, c'est un grand honneur de vous recevoir dans notre vie. En effet, vos recherches historiques sur la période moderne, sur l'Ancien Régime et sur la marine, vous ont amené à publier de très nombreux ouvrages, et ceux-ci ont reçu une série impressionnante de prix et de distinctions littéraires, Académie française, Académie des sciences morales et politiques, Académie de marine, etc. Je ne peux pas tout citer parce que c'était vraiment très long et très exceptionnel. Voilà. Pour lancer la conférence, je rappellerai seulement quelques remarques sur le lieu où se situe votre sujet, Versailles, le palais de Versailles. Alors, simplement, j'emprunterai rapidement à Jean-Christian Petit-Fils quelques réflexions de son remarquable Louis XIV, où il écrit « Louis XIV a réalisé cette éclatante réussite architecturale pour imprimer sa marque propre et écrire l'histoire. » Et c'est vrai qu'il ne manquait pas de palais, et s'il a fait Versailles, justement, c'est parce qu'il voulait marquer l'histoire. Et Versailles fut un perpétuel et colossal chantier, avec des hésitations, des erreurs, des tâtonnements. Un chantier qui était suivi de très très près par le roi, qui était à côté des architectes et qui faisait refaire les choses, redémolir, etc. Enfin, l'idée d'y fixer la cour et le gouvernement n'est venue que tardivement. L'installation de la cour ne fut définitive qu'en mai 1682, sachant que, je le rappelle, Louis XIV exerçait le pouvoir seul depuis 1661, après la mort de Mazarin. Et enfin, la ville autour du château, c'était la volonté du monarque de fonder une ville résidentielle d'importance, destinée à fixer la haute aristocratie. À partir de 1684, en outre, le roi décide de répartir en appartement une partie du château pour loger le plus grand nombre de courtisans. On a estimé à 3000 les courtisans qui vivaient dans le château lui-même. Et alors, donc, se trouveront donc concentrés à un lieu unique le gouvernement et le système de contrôle de l'élite, c'est-à-dire la société de cour. Voilà, le décor est planté. Nous vous remercions.
remercier à notre tour aussi. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui, dans cette belle région. Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur Ledoux pour son accueil chaleureux, pour son invitation évidemment, et pour l'organisation parfaite. Donc on est très content d'être là. Je voudrais remercier aussi Guy Petrus-Lignac pour les visites et la dégustation que nous avons déjà commencé de ce vin excellent. On a fait avec modération parce que nous savions que nous avions la conférence après, malheureusement, mais bon. Donc on a juste dégusté avec tout l'art comme il faut, sans vraiment boire le vin. Et je voudrais dire que, évidemment, le vin et la sensualité se marient très très bien. D'ailleurs, c'est pas moi, c'est vous qui habitez cette belle région viticole, donc vous le savez très bien, c'est pas moi de vous le dire. Et d'ailleurs, nous allons parler aujourd'hui aussi, comme M. Lignac nous a fait la dégustation, nous allons parler des robes, n'est-ce pas, des jambes, et peut-être aussi des larmes de toutes ces femmes, de ces nombreuses maîtresses qui habitaient au château de Versailles. Et donc, d'abord, on devrait vous parler du concept de ce livre. Pourquoi ce livre? Pourquoi une histoire érotique de Versailles? En fait, c'était un triple désir. D'une part, c'était le désir de l'éditeur, Payot, qui voulait inaugurer avec notre livre une collection, une histoire érotique une histoire érotique de Versailles, une histoire érotique de Japon, donc qui suit normalement. Donc, elle va avoir plusieurs collections, plusieurs livres dans cette collection. Et pourquoi partir avec Versailles? Tout simplement parce que, vous le savez très bien, au mois de septembre, nous avons fêté l'anniversaire tricentenaire de la mort de Louis XIV. Donc l'idée vient un petit peu de là. Et donc, d'une part, c'est le désir de l'éditeur, d'autre part, c'est le désir aussi de deux auteurs. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez bien dit, Monsieur Ledoux, Versailles, c'est un monument historique, c'est un monument de l'histoire de la France, mais c'est aussi le monument de l'histoire, enfin, un monument, mais on peut le dire même le monument, parce que Versailles est connu dans le monde entier, et il est un monument de la monarchie absolue française. Et donc les rois qui ont marqué l'esprit, qui ont marqué l'histoire, et qui sont connus dans le monde entier, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, vivaient dans ce château, dans le château de Versailles. Donc c'est quand même un monument très important. Mais ce château n'est pas seulement un lieu de verdure et de pierre, c'était aussi la maison où les gens habitaient. Et quel que soit notre statut social, nous sommes tous humains, donc ce château était habité par les gens qui éprouvaient les mêmes émotions, la tristesse, la joie, et c'était intéressant de redonner la vie à ces personnages. Et au château aussi, parce que le livre s'appelle Une histoire érotique de Versailles, du château. Donc nous parlons vraiment du château. Et d'ailleurs, le concept, c'est très important pour le concept de notre livre, parce que nous avons construit le livre et nous avons choisi l'épisode un petit peu cocasse de l'histoire des rois, aussi en fonction de l'idée que le château était jeune, avec Louis XIV, avec la jeunesse de ce personnage, comme on a construit en fait ce livre comme si château était une personne. La jeunesse, ensuite les amours un petit peu mûrs, les expériences avec les orgies peut-être de la régence, et ensuite on arrive à Louis XVI, qui est le roi jeune, mais qui était impuissant pendant en tout cas 7 ans avec Marie-Antoinette. Et ensuite on finit le livre avec une lettre de Marie-Antoinette un petit peu à Nefersen, un petit peu platonique, qui montre que on finit avec cette note, malgré le livre érotique, on finit avec l'amour platonique, parce qu'on pensait que c'était aussi très important de parler de l'amour pur qui dépasse la dimension érotique des passions. Mais il est vrai que le concept de ce livre est très original parce qu'il est inédit, il n'existait pas avant. Et donc d'ailleurs, on nous demande de refaire les livres un petit peu dans le même concept, c'est-à-dire que c'est un livre d'histoire, mais nous avons inséré à l'intérieur de ce livre les épisodes romancés, qui sont encadrés en forme de la serrure. Pourquoi? Parce que nous avons pensé que c'était un bon moyen de redonner la vie au personnage, de montrer les émotions.
Donc on se donnait un petit peu de liberté dans le genre et dans le style. En revanche, toutes les histoires sont véridiques, c'est-à-dire que nous n'avons rien inventé. Par exemple, on prend toujours, on puise toutes ces histoires, soit dans les mémoires des contemporains, par exemple les mémoires du duc de Saint-Simon, ou alors dans les mémoires des personnages eux-mêmes, comme les mémoires de Madame du Barry, par exemple. Et ça nous a permis de parler des personnages, de leurs sentiments, puisque dans un livre d'histoire, c'est pas toujours facile de parler des sentiments, des émotions des gens, et donner aussi cette dimension érotique au livre, puisque c'était quand même le but aussi, et le désir de l'éditeur. Et ça nous a permis aussi de décrire l'ambiance de cette époque. C'est-à-dire que chaque histoire romancée, dans chaque histoire romancée, vous allez trouver une allusion soit à une œuvre littéraire de cette époque, soit à un concept esthétique, soit à une idée philosophique. Donc, qui était à la mode à l'époque ou parmi les personnages qui sont décrits dans cette histoire. Voilà, donc ça c'est un petit peu notre concept. Nous avons pris beaucoup de plaisir dans l'écriture de ce livre et nous espérons que le lecteur trouvera aussi son plaisir à lui de le lire. Merci Anna. Merci. Merci à vous tous d'être là, merci aux organisateurs et à Guy Petrus qui nous accueille, Monsieur Ledoux, merci au public donc d'être présent. Anna donc vous a donné un petit peu les origines et le concept de ce livre qui commence en 1661, c'est-à-dire la date de création de Versailles, parce qu'aujourd'hui quand on va à Versailles, on ne voit pas le Versailles de 1661. Il est évident qu'il a été occupé par Louis XIV, qui règne quand même 72 ans, plus de 10 anciens septennats, une quinzaine de quinquennats. Imaginez François Hollande en 2055. Donc, 72 ans de règne, c'est unique dans l'histoire de France. Puis après, vous avez Louis XV, donc pendant 59 ans. Puis après, vous avez encore Louis XVI, qui est le petit-fils de Louis XV, qui était l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Ce qui fait quand même une maison qui a vu vivre 7 ou 8 générations. Et donc, quand vous voyez aujourd'hui Versailles, c'est forcément le dernier Versailles de Louis XVI et Marie-Antoinette. Et donc, c'est pas le Versailles de 1661 que les conservateurs, les décorateurs, les artistes remettent d'ailleurs dans le goût de Louis XIV pour reconstituer, par exemple, la chambre de Louis XIV telle qu'elle était, puisqu'elle avait été évidemment petit à petit transformée, voire détruite par ses successeurs. Donc ce livre s'ouvre en 1661. 1661, nous avons un jeune roi, et là aussi, on imagine la cour, le roi, les femmes, les maîtresses, le jeu. Le Louis XIV de 1661 à 23 ans n'est pas le Louis XIV de 1715 à 77 ans, dont la maîtresse, Madame de Maintenon, a à ce moment-là 83 ans, 84 ans. Le temps est passé. Et donc ce livre est un livre tout à fait chronologique et qui montre les différentes étapes à partir du moment où ce jeune roi de 23 ans a une de ses premières liaisons importantes, qui ne commence pas d'ailleurs à Versailles, mais à Fontainebleau, et dans une ambiance qui voit la mort de Mazarin. Mazarin vient de mourir au château de Vincennes le 7 mars 1661, et Colbert arrive aux affaires. Et donc Versailles, ça commence dans une opposition. Une opposition parce qu'on a un rural. Nos rois de France, c'était des ruraux. Louis XIV, il adore la chasse, il adore les jardins, il adore les plaisirs de la nature, de la campagne. Tous les Bourbons sont de grands chasseurs. Louis XV, Louis XVI aimait tellement chasser qu'il a écrit rien sur son journal le 14 juillet 1789, tout simplement parce qu'il n'avait rien tué ce jour-là. Donc la chasse, depuis Henri IV et auparavant les Valois, c'est quelque chose d'important. Et donc nos rois étaient des ruraux, aimaient la campagne, et se préfèrent dans la Loire, se préfèrent à Chambord, à Chenonceau, du temps des Valois, se préfèrent ensuite à Saint-Germain-en-Laye avec la forêt, ou à Versailles.
Et Colbert, c'est le citadin qui est né à Reims, qui a rêvé toute son enfance dans son collège de jésuites de Champagne d'aller un jour à Paris. Enfin, il arrive à Paris. Colbert est né en 1619, Louis XIV en 1638. Donc c'est deux hommes qui ont quand même 20 ans d'écart entre le roi de 23 ans et le ministre de 42, et en plus le ministre des Finances. Alors quand on lui dit qu'on va construire un palais gigantesque dans un endroit où il n'y a pratiquement rien, si ce n'est un petit pavillon de chasse qui était fréquenté par Louis XIII et un petit groupe d'une vingtaine d'amis simplement qui n'accueillait aucune femme. Louis XIII c'était quelqu'un d'assez timoré, c'est quelqu'un qui avait des femmes favorites, mais dans des amours totalement platoniques, qui aimait beaucoup les jeunes gens, mais sans passer à l'homosexualité, et qui vivait visiblement une homosexualité refoulée, et donc sans jamais passer à l'acte. Et donc il recevait une vingtaine d'amis, et une ou deux favorites, Madame de Lafayette par exemple, qui étaient platoniques à Versailles. Et donc Louis XIV, il a envie, lui, à 23 ans, il vient d'épouser à la demande de Mazarin pour mettre fin à la guerre avec l'Espagne qui durait depuis 1635, 24 ans de guerre contre le roi catholique, de 1635 sous Richelieu jusqu'en 1659, la paix des Pyrénées. Et donc, pour sceller, comme d'habitude, la paix, pour sceller un traité de paix, eh bien Mazarin et sa mère Anne d'Autriche, donc son parrain et sa mère veuve de Louis XIII depuis une vingtaine d'années, le mari a une femme qu'il n'aime pas du tout, qui est Marie-Thérèse d'Espagne. On comprend qu'il la trompe très vite parce que elle ne parle pas français, donc c'est quand même déjà un handicap dans le jeune couple entre le roi de France et de Navarre et l'infante espagnole. Elle n'a pas du tout la culture qu'auront certaines des maîtresses de Louis XIV ensuite, ni le charme, ni la beauté. Et par conséquent, comme le dit Saint-Simon, Versailles est en grande partie construit à cause, entre guillemets, de l'embarras des maîtresses. Il faut pouvoir tromper la reine, qui vit au Louvre avec sa belle-mère, qui est en même temps sa tante, puisqu'Anne d'Autriche, c'est la sœur de son père, le roi d'Espagne. Donc, il faut écarter Louis XIV du Louvre, où il est avec son épouse, et sous la tutelle de sa mère, qu'il respecte et qu'il aime beaucoup, jusqu'à la mort de sa mère de cancer du sein en 1665. Et le seul moyen d'avoir un endroit où s'ébattre agréablement avec une jeune beauté, eh bien c'est Versailles, à 16 ou 17 km de Paris, et donc c'est sa rencontre avec Louise de la Vallière qui va être à l'origine, en grande partie, de la construction de ce château. Voilà, donc nous avons un portrait de Louise de la Vallière ici. Louise de la Vallière qui était une femme qui n'arrive pas tout à fait par hasard dans la vie de Louis XIV. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle était la fille, mademoiselle d'honneur d'Henriette d'Angleterre. Henriette d'Angleterre qui était une passion à l'époque de Louis XIV. Mais Henriette d'Angleterre, elle était surtout la femme de son frère, le duc d'Orléans. Le duc d'Orléans ne s'intéressait pas trop à sa femme parce qu'elle était homosexuelle, mais en tout cas, c'était quand même pas très commode de tromper son propre frère avec sa femme. Et la cour commence à jaser très très vite parce que les jeunes gens se permettaient de partir dans les balades nocturnes, se baigner nus dans le lac. Donc ça ne plaisait pas à tout le monde, surtout à Anne d'Autriche non plus, parce que comme Michel vient de le dire, c'est vrai qu'il respectait beaucoup sa mère et il craignait même à cette époque-là encore la vie de sa mère. Donc Henriette d'Angleterre, qui était une femme très espiègle, très jolie, avec beaucoup d'esprit, elle décide de trouver une jeune femme parmi ces mademoiselles d'honneur qui pourrait leur servir d'appât. C'est-à-dire que Louis XIV devait faire une cour improvisée à cette jeune femme, et derrière cette passion inventée, fictive, ils pouvaient continuer à se voir tranquillement. Et Henriette d'Angleterre, évidemment,
dans sa tête, elle se dit, il faut que je trouve quelqu'un qui ne soit pas une jeune femme, qui ne soit pas trop jolie, qu'elle soit chaste et qu'elle soit aussi très pieuse pour qu'elle ne tombe pas dans les bras du roi la première nuit. Il devait résister en tout cas. Donc c'était pas évident parce que c'était quand même le roi. Mais ça devait être aussi quelque chose de plus ou moins réel et authentique. Donc la fille ne devait pas être au courant que c'était un jeu. Et donc le choix d'Henriette d'Angleterre tombe sur la Louise de la Vallière, qui était très maigrichonne. Elle était jolie, mais bon, pas aussi belle qu'Henriette. Qu'elle était un peu boiteuse en plus, très très pieuse et dévote. Elle passait son temps dans les chapelles, dans l'église, etc. Donc elle s'est dit, bon, ça c'est vraiment une fille parfaite. Mais elle s'est trompée sur un point qui était très important, que Louise de la Vallière était déjà, comme je suppose beaucoup de jeunes filles à l'époque, amoureuse de Louis XIV. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'était une fille authentique et son amour était désintéressé. Et quand Louis XIV la rencontre, petit à petit, il tombe amoureux aussi de cette fille, parce que c'est la première fois dans sa vie qu'une femme n'était pas intéressée. Parce que les autres maîtresses, soit elles voulaient devenir, avant son mariage, ses épouses, soit donc elle demandait de l'argent, du cadeau, etc. Et elle était complètement désintéressée. Donc il tombe amoureux d'elle. Et leur affaire commence, qui ne plaît pas toujours à tout le monde, mais ils vont quand même vivre plusieurs années ensemble. Ils vont avoir 6 enfants communs avec Louise de la Vallière. Et c'est une femme qui, malgré ses airs un peu dévote et pieuse et naïve, elle était sec, elle était même un peu maigre. Mais elle était très sportive, elle chassait très très bien, donc elle chassait au sanglier et au pieu, ce qui plaisait aussi beaucoup à Louis XIV, comme Michel vient de l'expliquer aussi, que le roi aimait la chasse. Et donc c'est la fille qui est quand même, qui a pu s'accaparer de la passion du roi pendant plusieurs années. Et oui, tout à fait, parce qu'on voit toujours le roi et ses tableaux, qui sont des tableaux figés. Alors on voit Louis XIV, le fameux tableau où il est déjà sexagénaire, par Hyacinthe Rigaud, costume du sacre, bon, le sceptre, la couronne, les fleurs de lys, le manteau, l'hermine, etc. Mais ces êtres, et c'est ce qui nous a passionnés dans le livre, c'était de les rétablir tels qu'ils étaient, c'est-à-dire des êtres de chair, de sang, de vie. Louis XIV, 23 ans, Louise de la Vallière, 17 ans et demi. Ce sont des couples amoureux. Louis XIV est un bel homme. On dit toujours, le roi de France, ils étaient petits, etc. Bon, Charlemagne était très grand, 1m90. François Ier, 1m97. Louis XIV, 1m80. Donc c'est vrai qu'il y a des personnages petits dans l'histoire, mais grands ensuite par leur stature, comme Napoléon le Grand, bon, qui effectivement n'était pas grand par la taille. Mais il faut voir ce Louis XIV de 23 ans, excellent chasseur, qui va effectivement chasser avec Louise de la Vallière, qui doit avoir, bien qu'elle boite, des abdominaux d'acier, puisqu'elle arrive à faire la cabriole sur le dos d'un cheval au galop qu'elle ne maîtrise qu'avec des fils de soie qu'elle a dans la bouche et qui sert de mort aux dents jusqu'au cheval. Et donc c'est un couple particulièrement beau, jeune et dynamique. Et ce couple se trouve évidemment assez vite menacé pour les raisons que vient d'évoquer Anna. D'une part, Louise de la Vallière est très pieuse, va aller au Carmel. Louis XIV va aller la rechercher une fois, puis 2 fois. Il va aller la chercher une fois lui-même, une autre fois c'est Colbert qui ira la chercher. Et puis il va y avoir très vite d'autres femmes. Il va y avoir très vite d'autres femmes parce que Anne d'Autriche meurt en 1665. Donc pour Louis XIV,
il y a une espèce de maturité, même s'il n'a que 26-27 ans à ce moment-là. Il regrette beaucoup sa mère en disant, les courtisans lui disent, nous avons perdu une grande reine, et il se retourne et répond, non, un grand roi, en parlant de sa mère, Anne d'Autriche. Là-dessus, avec Colbert, qui est un homme d'une 50aine d'années, lorsque lui arrive à une 30aine d'années, les tensions existent, notamment à cause de Versailles, parce que Colbert, c'est le ministre des Finances. Et donc Colbert, il voit bien ce que coûte le château. Et on le voit bien quand on fait les comptes, ce que coûte le château par rapport à ce que coûte la guerre, et quand on fait les travaux à Versailles, et quand on fait la guerre. On ne peut pas tout faire en même temps. Et donc le château de Versailles, que vous voyez aujourd'hui et vous êtes impressionné, il faut se remettre dans la peau que c'est un chantier permanent. Et donc, lorsque M. Ledoux disait tout à l'heure que la cour s'y installe en 1682, le château il est commencé depuis 61, c'est-à-dire ça fait 21 ans qu'on est dans la boue, dans la construction. On a d'ailleurs des détails où on voit Louis XIV qui fait recommencer un alignement de fenêtres. Il y a une fenêtre qui est moins large que les autres. Et Louis XIV le voit et va voir l'entrepreneur, les maçons, etc. Il dit non, il faut remettre cette fenêtre comme il faut par rapport aux autres. Donc c'est un chantier permanent, c'est un chantier coûteux et on ne peut pas y travailler pendant qu'on fait la guerre aux frontières. C'est-à-dire qu'à partir de 1672 jusqu'en 1678, pendant la guerre de Hollande, eh bien Colbert dit ce petit pays, la Hollande, c'est ridicule, 3 millions d'habitants, en France on est 20 millions. Et c'est eux qui ont le monopole du commerce des épices, du poivre, des clous de girofle, du gingembre, etc., avec les Indes orientales. Donc il faut abattre, de même qu'on a abattu l'Espagne en 1659, au traité des Pyrénées, il faut maintenant abattre la deuxième grande puissance maritime d'Europe, qui sont les Provinces-Unies, la Hollande, la Zélande, la Frise, etc., les 7 pays qui se sont unis pour former les Provinces-Unies. Et donc, on va arrêter du coup les travaux de Versailles pour construire des vaisseaux, pour aller battre les Hollandais. Un vaisseau, ça coûte 1 million de livres, c'est énorme. Il faut nourrir les hommes qui sont à bord, les équipages, etc. Et donc on laisse tomber la construction de Versailles en grande partie de 72 à 78. Et ce qui est amusant, c'est que pendant que l'on part combattre les Hollandais, que l'on va du côté d'Amsterdam, des polders, de Rotterdam, etc., eh bien, dans le carrosse de Louis XIV, au début de cette guerre de Hollande, il y a la reine, blonde aux yeux bleus, Marie-Thérèse d'Espagne, son épouse depuis 1660. Il y a Louise de la Vallière, blonde aux yeux bleus, à qui il va faire 6 enfants, et apparaît à ce moment-là une femme qui donne lieu à une chanson que vous connaissez tous, auprès de ma blonde qu'il fait bon dormir, parce que les soldats chantent cette chanson, parce qu'ils ne savent pas avec laquelle des 3 Louis XIV passera la nuit. Et cette troisième femme, c'est donc la jeune Madame de Montespan. Donc Madame de Montespan, d'une beauté extraordinaire, une femme très pulpeuse, très différente de Louise de la Vallière, puisque très différente sur tous les points. Bon, d'abord physiquement, parce que comme on a dit, Madame de la Vallière était maigrichonne et n'avait pas du tout de gorge, et Madame de Montespan s'est moquée d'elle souvent en disant que bon, c'est une femme sans aucun intérêt, elle n'a pas de poitrine, donc c'est pas intéressant. Elle disait aussi, elle se moquait d'elle aussi parce que leur statut était différent. Donc Madame Louise de la Vallière, c'était une jeune fille, elle restera jeune fille, elle n'était pas mariée, donc elle avait que 17 ans quand elle a connu Louis XIV, tandis que Madame de Montespan est une femme mariée, elle a 2 enfants, et elle se moque aussi de Louise de la Vallière en disant que c'était une jeune fille sans expérience, donc aussi sans intérêt. Mais surtout, Madame de Montespan vient d'une grande famille, tandis que Louise de la Vallière vient d'une famille gentilhommerie provinciale. Madame de Montespan vient d'une famille ducale. Donc son père, Rochoir Mortemart, qui était un duc, il faut savoir qu'il n'y avait pas beaucoup de ducs en France à l'époque. Donc il n'y avait que 17 ducs sous François Ier, il avait 60 sous Louis XIV. Et donc Madame de Montespan était fière de sa famille,
et correspondait très bien à la devise de cette famille. Quand Dieu créa le monde, Rochoir créa les ondes. Et cette femme arrive à Versailles. Louis XIV tombe sous son charme tout de suite. Et Madame de Montespan était différente aussi, puisqu'elle voulait avoir du pouvoir. Même si sous Louis XIV, les femmes, les maîtresses n'avaient pas beaucoup de pouvoir réel, quand même, elles pouvaient chuchoter à l'oreille de leur homme quelque chose, parler d'un tel ou d'une telle, demander quelques avantages, privilèges, etc. Donc c'était possible, évidemment, Madame de Montespan le faisait assez souvent. Faisait passer les messages des gens qu'elle aimait, qu'elle estimait. Et l'un de ces personnages était le duc de Lauzun. Le duc de Lauzun, qui est très connu aussi par ses histoires cocasses, et à qui le roi, Louis XIV, promet une charge. Et finalement, on ne sait pas pourquoi, Louis XIV refuse cette charge au duc de Lauzun, et Lauzun veut savoir pourquoi. Donc il demande à Madame de Montespan de demander qu'est-ce que s'est passé, pourquoi on lui refuse cette charge en artillerie. Et Madame de Montespan lui dit oui, bien sûr, ce soir. Mais le duc de Lauzun n'était pas très sûr, et donc il voulait entendre de ses propres oreilles ce qui se passait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide de se cacher sous le lit du roi. Et donc ça, c'est l'histoire qu'on décrit, qu'on a romancé aussi un petit peu. Et c'est une histoire véridique qu'on trouve dans les mémoires du duc de Saint-Simon, et d'autant plus que le duc de Lauzun a été condamné quand même à une dizaine d'années en prison, pas seulement pour cela, mais en partie aussi pour cette mésaventure, parce que ça va tourner mal pour lui. Et donc il se cache sous le lit de Madame de Montespan. Le roi arrive, évidemment, elle assiste aux débats entre le roi et Madame de Montespan. Et à la fin, en fait, son but, c'était d'attendre que Madame de Montespan s'endorme après le départ du roi. Et on ne sait pas pourquoi. Il n'a pas pu tenir jusqu'à ce qu'il s'endorme. Dès que le roi part, il sort de son lit, parce qu'évidemment, Madame de Montespan n'a pas pensé à demander au roi pourquoi Lauzun n'a pas eu cette charge. Et il commence à l'accuser de tous les noms, ce qui lui coûte effectivement donc, quelques années de prison à Bastille, où il était accompagné d'ailleurs par D'Artagnan. Donc moi, ça m'a passionné aussi, puisque comme tous les Russes, j'adorais Dumas, et je lisais beaucoup dans mon enfance. Donc il est accompagné à Bastille par D'Artagnan. C'est l'un des passages les plus croustillants qu'Anna a réalisé d'ailleurs dans ce bouquin. Imaginons quelqu'un sous le lit de Julie Gaillet. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Imaginez le tabac que ça peut faire. Il n'y a pas la télévision, il n'y a pas la presse, bon, il y a la Gazette de France, mais à la cour. Et donc, on n'imagine plus aujourd'hui qu'un événement pareil puisse se produire. Et donc, dans ce Versailles, qui paraît si empesé, avec ses tentures, avec ses rideaux, avec ce mobilier ancien, c'est un lieu de vie. Qu'un duc se cache sous un lit pour assister, c'est la seule personne qui a assisté aux ébats du roi, c'est un événement qui est romancé, comme le dit Anna, mais qui est écrit dans tous les mémoires de l'époque, avec le style très cru, le duc de Saint-Simon que l'on voit sous sa perruque, dans ce style empesé et tout, reproduit les termes de Lauzun, putachien, 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 à 3 reprises. Et donc, on le retrouve dans tous les mémoires du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Et donc, il y aura effectivement ces 10 années de Bastille et de Pignerol, où il va rencontrer le masque de fer d'ailleurs, et ça, c'était l'objet d'une autre conférence que j'avais faite à Cavana, où on en avait parlé il y a 2 ou 3 ans. Alors, Madame de Montespan, c'est comme la Vallière,
c'est non pas 6 enfants, mais c'est 8. Et là aussi, ça nous donne à réfléchir par rapport à ce que j'appellerais un petit peu notre pudibonderie actuelle. Le très chrétien Louis XIV, c'est 21 bâtards. Le très chrétien Louis XV, c'est 31 bâtards. 31 reconnus, en plus des 10 enfants légitimes. Donc aujourd'hui, ça nous donne à réfléchir pour porter un regard que nous portons, qui est assez souvent sévère parfois et déplacé sur certaines choses qui se passent. Mais quand on imagine un François Ier qui, à Chambord, recevait toutes ses maîtresses à sa demande, uniquement vêtues de leurs bijoux, ça donne à réfléchir. Et donc, ça nous donne une image de la monarchie, ça nous donne une image du passé qui est assez différente finalement de ce qu'elle peut être en réalité. Et alors, dans ce Versailles de Madame de Montespan, qui va devenir très rapidement le Versailles et pour longtemps de Madame de Maintenon, il est évident que les ultra-catholiques, c'est-à-dire les représentants de Venise, Venise c'est le rempart de la chrétienté, gênent aussi les représentants du Doge, mais moins, mais surtout les ambassadeurs vénitiens, eh bien, ils portent un regard sur la cour de Versailles qui est très différent d'une autre il y a 20 ans, lorsqu'on a pu voir, et je me souviens donc de l'attitude de parents ou de grands-parents qui étaient un peu étonnés, pour ne pas dire choqués, de voir 2 femmes aux obsèques de François Mitterrand. Eh bien, les ambassadeurs de Venise, ils disent dans la chapelle de Versailles, ils l'écrivent au Doge, en ce moment, Louise de la Vallière, Madame de Montespan et la duchesse de Fontanges sont enceintes en même temps que la reine. Et donc, il y a là une réalité qui fait que le roi donc, est privé de communion par les évêques successifs, par Bossuet, plus tard par Fénelon, parce qu'il faut qu'il fasse ses Pâques. Et donc le roi est obligé de chasser sa maîtresse pendant la période de Pâques. Mais après, tous les contemporains nous disent, et bien après ces Pâques, vous avez Madame de Montespan qui revient, et puis vous avez dans les commentaires d'époque, on vous dit qu'ils sont allés parler près d'une tenture, près d'un rideau, ils se sont absentés, et 9 mois plus tard, il en advint le comte de Toulouse. C'est très très bien écrit. Donc on comprend donc à demi-mot comment sont nés ces 8 enfants de Madame de Montespan. Alors avec Madame de Maintenon, on a à nouveau un personnage différent. On n'a plus la timide Louise de la Vallière, on n'a plus la pulpeuse Françoise de Rochechouart-Mortemart, mais on a une jeune femme qui là aussi donne à réfléchir par rapport à aujourd'hui. Imaginons qu'un de nos présidents de la République installe une femme née dans une prison à l'Élysée. Et donc, Madame de Maintenon, vous avez un portrait magnifique qui était peint par Villarceau. Villarceau, l'un des amants de Madame de Maintenon et de Linon de l'Enclos d'ailleurs aussi. C'est une femme étonnante et comme Michel l'a dit, il est vrai que c'était rien. Il n'avait rien pour elle, il n'avait rien pour plaire à Louis XIV. Donc tout d'abord, elle est née en prison, parce que son père était un faux monnayeur, qu'il embarque d'ailleurs avec sa mère dans les îles. C'est de là que vient son nom, la Belle Indienne. Donc ici d'ailleurs, on l'appelle toujours la Belle Indienne. Quand Villarceau fait ce portrait, il l'appelle comme ça, le portrait de la Belle Indienne. Donc ensuite, son père les abandonne. La mère de Françoise d'Aubigné, c'était son nom, le ramène en France et la laisse à la charge de sa tante. Donc c'est une femme qui n'a pas de fortune, qui est d'une petite noblesse, enfin qui est noble, mais qui n'a pas de fortune, donc qui est née en prison, qui en plus est protestante. Et Louis XIV, vous le savez très bien, est connu pour sa révocation de l'édit de Nantes. Et c'est une femme qui est plus âgée que le roi, parce qu'elle est née en 35, le roi est né en 38. Et on sait très bien que Louis XIV aimait, comme on disait à l'époque, les tendrons, les filles très jeunes. Donc il n'a rien pour elle. Et quand il arrive
à Versailles, tout le monde l'appelle Madame Maintenant, parce que tout le monde pensait qu'il allait être sa maîtresse pendant quelques mois, pendant 1 an, pendant 2 ans. Mais c'est la femme qui a su garder l'amour du roi jusqu'à la mort du roi. Donc c'est-à-dire qu'ils ont vécu presque 40 ans ensemble. Et en fait, c'est avec Madame de Maintenon que le roi s'installe définitivement à Versailles, parce qu'il s'installe à Versailles entre 82 et 83. Donc 83, c'est la mort de Marie-Thérèse, qui meurt très jeune, avec 45 ans. Et donc il s'installe avec Madame de Maintenon à Versailles. Et pourquoi cet amour? Donc en fait, comment déjà Madame de Maintenon arrive à Versailles? Tout d'abord, elle était connue avant, pas seulement par son prénom, la belle indienne, mais comme Madame Scarron. Scarron, le poète très connu, qui était aussi connu pour ses poèmes que par son état de délabrement physique, parce qu'il était paralysé, il était sur sa chaise roulante. Et Scarron décide de se marier avec Madame de Maintenon dans cet état. Pourquoi? Parce qu'il voulait la sauver du couvent. Parce que comme il était pauvre, il n'avait aucun choix. Donc soit il pouvait devenir comme Ninon de l'Enclos. D'ailleurs, il avait apparemment une liaison avec Ninon de l'Enclos, qui voulait l'apprendre à être la courtisane, tout simplement. Donc soit elle devenait courtisane, ce qui était, on pense, son intention, parce qu'ils vivent ensemble avec Ninon de l'Enclos. Ils partagent le même amant, apparemment Villarceau, qui a peint ce portrait. Ou alors, il devait aller au couvent. Et donc, Scarron la sauve de la courtisanerie, je ne sais pas comment, courtisanerie, la sauve de la courtisanerie. Et il arrive à Versailles après la mort du poète Scarron, parce qu'elle devient la gouvernante des enfants, des bâtards. Pas des enfants, mais plutôt des bâtards, donc des enfants de Madame de Montespan et de Louise de la Vallière. Il arrive comme ça, et en fait, il se prend vraiment de la passion pour ses enfants, il commence à les éduquer, il s'en occupe très très bien. Et Louis XIV, tout d'abord, et peut-être parce qu'il avait aussi l'âge un peu mûr pour le comprendre, il se passionne pour cette femme par rapport à l'amour maternelle. Il n'a jamais eu d'enfant elle-même, mais par rapport à l'amour maternel qu'elle donne à ses enfants. Tandis que Louise de la Vallière est depuis longtemps dans le couvent, elle s'en fiche complètement de ses 6 enfants. Madame de Montespan, elle est partie chez elle, donc elle est chassée du château. Et Madame de Maintenon aime ses enfants comme leur propre mère. Oui, c'est une histoire absolument extraordinaire. Le rapport Louis XIV, Madame de Maintenon, qui est un rapport qui va durer jusqu'à la mort du roi, jusqu'en 1715, et qui est une histoire qui commence dans les années 1660, c'est une magnifique histoire d'amour, quand on pense à ce que l'on a pu dire pour le duc de Windsor, la duchesse de Windsor, bon, il y a une vingtaine, il y a une trentaine d'années, etc. C'est un couple, comme Anna vient de le dire, qui n'aurait jamais dû exister, pour des raisons déjà religieuses, que le roi, que l'on n'appelle pas le roi catholique, bon, qui est le titre qui est réservé au roi d'Espagne, mette une convertie, parce que Madame de Maintenon, elle est passée du protestantisme au catholicisme à l'âge de 14 ans, donc c'est vraiment après les guerres de religion, après les guerres de la Ligue, après la révocation de l'édit de Nantes qu'Anna vient de citer, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire quand on se remet dans le contexte de ce qu'était la guerre catholique et protestante, quand on pense aux dragonnades qui continuent à exister dans les Cévennes, dans les années 1700-1702, où les officiers des dragons avaient le droit de violer les protestantes lorsqu'ils montaient dans les Cévennes, et il n'y avait aucune punition pour le viol des huguenotes. Et Madame de Maintenon, elle est quand même née protestante, elle est passée au catholicisme qu'à l'adolescence, donc à l'âge de 14 ans. Donc c'était un couple qui n'aurait jamais dû exister quelque part, un couple qui n'est pas lié par l'amour d'enfants communs en plus, puisque Madame de Maintenon n'en aura jamais, mais Madame de Maintenon, il faut qu'on en ait, je pense, une image
un peu différente de celle que nous en avons en général. On voit toujours Madame de Maintenon en noir, la mantille, la femme très pieuse, la femme très religieuse. Oui, elle a 84 ans. Et mon grand-père m'amusait beaucoup quand j'étais enfant, il disait toujours il faut respecter les cheveux blancs à condition de savoir ce qu'ils ont fait quand ils étaient noirs. Et Madame de Maintenon, lorsqu'elle avait des cheveux noirs et qu'elle était dans le parc de Versailles, et lorsqu'elle était culbutée, dit-elle, dans tous ces jardins, dans tous ces bosquets, eh bien, elle avait acquis sûrement cette pratique sexuelle dont Anna vient de parler à demi-mot, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le livre, parce que je pensais, quand l'éditeur nous l'a proposé à tous les deux, qu'il fallait un homme et une femme pour faire ce genre de livre. Il fallait une réflexion masculine sur l'érotisme, sur la sexualité, mais un homme seul aurait pu basculer peut-être d'un côté un petit peu pornographique, et il fallait d'un autre côté un deuxième regard féminin pour être peut-être d'un côté un peu romantique, mais pas totalement non plus. Et donc il fallait un double regard, homme-femme, pour parler donc de l'érotisme dans ce château de Versailles. Et donc Madame de Maintenon, que l'on voit avec sa mantille noire à genoux, en train de créer l'école de Saint-Cyr pour élever les jeunes filles nobles, eh bien effectivement, Anna le disait un petit peu à demi-mot, elle a sûrement failli être courtisane. Parce que avant de travailler à ce Versailles, j'avais fait donc un Ninon de l'Enclos, et c'est assez curieux de voir une espèce de filiation entre des femmes, disons, pas faciles, c'est pas l'adjectif qui conviendrait, pas forcément volages, puisqu'elles ne sont pas mariées, ni Marion Delorme, ni Ninon de l'Enclos, ni au début Madame de Maintenon, mais une filiation dans la courtisanerie. Et il y a quelque chose, moi, qui m'étonnait, c'était de voir Madame de Maintenon s'installer à Paris, une fois veuve de Scarron, eh bien, rue des Trois Pavillons. Alors, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, rue des Trois Pavillons, c'est la rue Elzévir, qui se trouve à la limite du Marais. Juste en face, le musée Cognac-Gélis. Bon. Pourquoi s'installe-t-elle là? Il n'y avait pas forcément de réponse, et on n'aurait toujours pas de réponse si je n'avais pas fait le Ninon de l'Enclos auparavant. Où vivait Ninon de l'Enclos? Elle vivait rue des Trois Pavillons, au numéro 5, c'est-à-dire la maison en face, l'hôtel qui est l'actuel musée Cognac-G. Et qui étaient les propriétaires de cet hôtel Cognac-G? C'étaient les parents et les oncles de Marion Delorme. C'est-à-dire que cette rue, ça devait faire penser au XVIIe siècle, on n'en a pas la preuve exacte, mais c'est un peu comme si on disait aujourd'hui la rue Saint-Denis à Paris. C'est-à-dire que cette rue Elzévir, on a la grande favorite du XVIIe siècle qui est Marion Delorme, qui est quand même la maîtresse de Richelieu, cardinal, qui présente ensuite Ninon de l'Enclos à Richelieu sous prétexte qu'il la sollicite pour faire de la musique et pour prendre d'elle, parce que c'est la meilleure joueuse de lutte de tout le XVIIe siècle. Il prend des leçons de lutte avec Ninon de l'Enclos. Voltaire dit Ninon de l'Enclos a été à 14 ans la dernière maîtresse du vieux cardinal de Richelieu qui en avait 57, et ça a été son premier amant. Et ensuite, cette Ninon de l'Enclos devient la grande amie de Françoise d'Aubigné, qui devient donc Madame de Maintenon, et elle partage effectivement le même lit pendant à peu près 2 ans. Elle partage le même amant, le marquis de Villarceau, et donc on arrive là dans un début de XVIIIe siècle. Ça nous annonce ce XVIIIe plus licencieux que n'était le XVIIe, et ce XVIIIe licencieux, eh bien, Anna nous en a fait un portrait magnifique avec le régent. On pense tous à ce film de Tavernier de 1975, donc sur le régent, et où on arrive cette fois-ci, après la mort de Louis XIV, à des amours débridés et aux orgies et aux soirées parisiennes, puisqu'on sort de Versailles pour aller au Palais Royal. Pour le Palais Royal, je ne veux pas décrire les orgies. Ça, c'est dans le livre. Donc Michel, elle continue et moi, je ferai le portrait. Ah bon?
Alors, les orgies du Palais Royal, bon, c'est inspiré de Tavernier, mais c'est aussi inspiré de la réalité. Le régent, comme tous ces personnages du XVIIe et du XVIIIe siècle, vivait une époque qui était quand même très différente de la nôtre. Où, contrairement à ce que l'on peut croire, parce que c'est vrai qu'un médecin n'auscultait pas une femme au XVIIe siècle, c'est Louis XIV qui, pour la première fois, a donné naissance quelque part à l'obstétrique. Par exemple, aujourd'hui, évidemment, existent des maternités, existent des médecins accoucheurs, etc. Quel est le premier homme qui accouche une femme? C'est le chirurgien qui accouche Louise de la Vallière en 1678. C'est Louis XIV qui a donné l'idée qu'on pouvait faire accoucher une femme par un homme si cet homme était qualifié et était un chirurgien de haut niveau. Et le roi le faisant, donc la cour, du coup, imitait le roi. Et donc, on vivait dans une réalité, notamment sexuelle, beaucoup plus proche. Alors, tu ne veux pas parler de la régence, peut-être un mot sur le frère de Louis XIV. Non. Vous voyez, l'intérêt de faire le livre à deux, justement, c'était de... Tu le décris très très bien. Là aussi, on est très surpris, on a été très surpris par toutes les histoires autour du mariage gay, par exemple, il y a 2 ou 3 ans. Quand on pense que le porte-drapeau, si je puis dire, de l'homosexualité, c'est monsieur, frère du roi, frère de Louis XIV, qui ne vit qu'avec des hommes, qui a des favoris comme le chevalier de Lorraine par exemple, et qui a quand même 2 épouses l'une après l'autre, Henriette d'Angleterre dont tu parlais, et puis la Palatine ensuite, eh bien il fait plus qu'introduire l'homosexualité à Versailles, puisque la Palatine dit on compterait sur les doigts des 2 mains les hommes qui ne sont pas homosexuels à Versailles. Quand on pense que tous les grands généraux d'armée étaient ce qu'on appellerait bisexuels aujourd'hui. Le maréchal de Villars, le duc de Vendôme, le grand Condé, le duc de Beaufort. Donc tous ces hommes vivaient une bisexualité au point, là aussi on l'a publié dans le livre, cette lettre extraordinaire du ministre de la guerre, donc le ministre de la Défense d'aujourd'hui, qu'est le marquis de Louvois, et qui dit il vaut mieux que les grands généraux soient homosexuels, parce qu'ils quittent Paris sans regretter ni leur femme ni leur maîtresse, et en plus, ils ne sont pas pressés de rentrer hiverner à Paris et de laisser leurs troupes toutes seules, puisqu'ils ont leurs soldats, comme le maréchal de Villars par exemple. Et là aussi, ça donne à réfléchir donc sur l'évolution des mœurs des XVIIe et XVIIIe siècles. Alors nous arrivons donc maintenant au XVIIIe, où nous avons ce jeune Louis XV qui devient roi à 4 ans et demi, qui est un personnage en difficulté. On ne voit jamais ça lorsqu'on parle des personnages. On dit Louis XIV, bon, il devient roi à 5 ans, Louis XV, il devient roi à 4 ans et demi. Mais enfin, aujourd'hui, on nous dit oh, quelle horreur, les familles monoparentales, etc. Louis XV, il n'a plus ni père ni mère à 4 ans et demi. Il n'a plus de grands-parents. Il est un peu élevé par un arrière-grand-père, Louis XIV et Madame de Maintenon. Bon. Et donc, on a ce Louis XV qui est, lui, très différent de son arrière-grand-père. Vous avez une très très belle phrase d'un inspecteur général de l'éducation nationale qui avait fait un très bon petit Louis XV dans la collection Que sais-je, qui était Hubert Métivier, et qui vous dit chez Louis XIV, le roi domine l'homme. Chez Louis XV, l'homme domine le roi. Et c'est vrai. Et donc, Louis XV va avoir une femme, qui est Marie Lesinska, et puis ensuite, un très grand nombre de maîtresses, la plus connue étant Madame de Pompadour. Je peux reprendre. Les orgies sont terminées. Donc, Madame de Pompadour, c'est une femme aussi qui est très étonnante. Pourquoi? Parce que la première fois dans le château de Versailles, on voit arriver une bourgeoise. C'était pas une aristocrate. Donc sa mère, déjà, à mœurs assez légères, était la maîtresse des fermiers généraux, c'est-à-dire des hommes qui sont très riches, qui sont très proches du pouvoir. Et c'était à l'époque du banquier Las, par exemple.
qui a créé papier-monnaie. C'est à l'époque où le monde des finances remplace le monde militaire, le monde de la guerre. D'ailleurs, on n'a pas évoqué, on parle un peu de ça à Versailles, que le régent, il était en quelque sorte, on pourrait dire aujourd'hui que faites l'amour et pas la guerre, ça pourrait être sa devise. Parce que ce que voulait faire, c'était la période très pacifique, c'était un homme très pacifique. On parle souvent des orgies, mais en fait c'était un philosophe, c'était un homme très éduqué, un homme très pacifique et très en avance dans plusieurs idées par rapport à l'époque. Donc quand Louis XV arrive au pouvoir aussi, donc là c'est pareil, par rapport à Louis XIV, c'est pas un homme de la guerre, c'est pas un homme militaire, donc il préfère aussi s'adonner au plaisir. Et c'est à ce moment-là qu'on voit justement défiler un nombre énorme de maîtresses dans la chute de Versailles, ce qui va aboutir aussi au discrédit de la monarchie française. Ça commence avec Louis XV. Et donc l'une des premières femmes qui arrive comme la grande favorite au château de Versailles, Madame de Pompadour, qui tout de suite, qui n'est pas très aimée évidemment parce que c'est une bourgeoise. Nous avons parlé par exemple de Madame de Montespan, qui était d'une grande famille ducale, mais il ne faut pas oublier aussi que même Madame de Maintenon, c'était une petite fille d'un autre grand poète, Agrippa d'Aubigny, qui était le vice-général de France. C'est-à-dire que c'était aussi quand même une noblesse. Louise de la Vallière aussi, une petite noblesse, et là, on va voir le défilé des femmes bourgeoises et voire même des mœurs vraiment très légères, comme plus tard Madame du Barry. Donc, quand Madame de Pompadour, elle-même mariée aussi avec un homme riche, normand d'Étiole, qui, quand elle arrive au pouvoir, quand elle arrive à Versailles, elle devient la favorite du roi. Elle était une femme brillante, une femme très belle aussi. On commence à jaser aussi beaucoup. Elle s'appelait Jean Poisson. Donc, on arrive aux poissonnades, les chansons, les pamphlets contre Madame de Pompadour. Mais cette femme avait une certaine coterie aussi, qui était d'ailleurs bénéfique parce qu'elle protégeait des encyclopédistes, elle protégeait des philosophes, elle protégeait des écrivains, des poètes. Cette femme avait beaucoup de pouvoir. Donc, ce qui était le contraire de l'époque de Louis XIV. Comme on l'a dit un petit peu avant, pendant l'époque de Louis XIV, ses maîtresses, elles n'avaient aucun pouvoir. Donc, elles ne décidaient pas, elles ne se mêlaient pas dans les affaires, sauf comme Madame de Montespan pour glisser de temps en temps un mot en faveur de quelqu'un. Tandis qu'à l'époque de Louis XV, les femmes commencent à prendre beaucoup de décisions, ce qui ne plaît pas non plus aux autres ministres, aux hommes surtout. Et donc Madame de Pompadour, elle avait beaucoup de pouvoir. Mais malheureusement pour elle, il a eu des problèmes gynécologiques assez tôt, assez jeune, et il ne pouvait pas rester la maîtresse active du roi. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Pour garder quand même son statut, pour vivre à Versailles, et d'ailleurs c'est la seule femme qui va mourir au château, c'est la seule maîtresse qui va mourir au château, parce que avant on ne mourait pas là où le roi vivait, c'était impossible pour les courtisans, pour son entourage. Donc elle va rester jusqu'au bout dans le château, elle va mourir à Versailles. Mais donc entre sa mort, elle était morte aussi assez jeune, donc entre sa mort et ses problèmes, le début de ses problèmes gynécologiques, elle décide d'assouvir un petit peu le besoin du roi sexuel en lui proposant tout d'abord ses nièces, ses cousines lointaines, qu'il ramène du fond de la France, qu'elle lui offre pour une nuit, pour 2 nuits, sans évidemment aucune influence de la part de ces jeunes filles. Et petit à petit, elle commence à le fournir en jeune fille, donc d'origine de plus en plus modeste. Il était à l'origine de la création aussi du parc aux cerfs, qui discrédite énormément aussi la monarchie, parce que quand même, Louis XIV, aujourd'hui, dans nos termes actuels,
aurait été considéré comme un roi pédophile. Tout à fait. Tout à fait. Le Versailles que vous voyez, quand vous voyez le château, on n'y pense pas. C'est une maison qui abrite d'une part des gens très différents et d'autre part des époques très différentes. Et Anna a eu bien raison à l'instant d'opposer le côté guerrier d'un Louis XIV et le côté pacifique du régent ou de Louis XV. Vous regardez le règne de Louis XIV, on l'a dit tout à l'heure, 72 ans de règne. 72 ans de règne, 59 ans de guerre. Presque tout le temps. Et donc, le Versailles de Louis XIV, c'est effectivement le combat, ce sont les hivernages, les officiers, les maréchaux de France, les colonels, etc. Le terme de général n'existe pas à l'époque, les maréchaux de camp, qui viennent passer l'hiver à Versailles. Alors on voit toujours la cour, la bougie, le premier gentilhomme du roi, on lui donne son gobelet, il mange, etc. Mais c'est la vie de Versailles l'hiver, lorsqu'on ne combat pas. À partir du printemps, et c'est d'ailleurs pour ça que le 3e mois de l'année s'appelle le mois de mars, on fait la guerre à cheval. Et en mars, l'herbe pousse, et donc les chevaux peuvent manger. Et donc le 3e mois de l'année, depuis l'Antiquité romaine, est dédié au dieu de la guerre, parce qu'on part à la guerre en mars, et on rentre de la guerre en septembre. Il n'y a qu'un grand souverain qui oubliera de le faire, c'est Napoléon, la Bérésina, la Russie, d'où le désastre de son armée. Donc Versailles, à partir de mars, se vide jusqu'en septembre, jusqu'à ce que les officiers généraux reviennent. 59 ans de guerre sous Louis XIV. Sous Louis XV, 11 ans de guerre. Et donc la guerre disparaît. La guerre disparaît, donc la société change. Et donc ce n'est plus l'homme d'épée qui est important, comme sous Louis XIV, c'est l'homme de plume. Et donc vous avez une très jolie phrase d'Yves-Marie Bercé, qui était l'ancien directeur de l'École nationale des chartes, qui vous dit « On passe de l'époque à la Bayard, François Ier, Marignan, etc., à l'époque à la Rousseau. » Et c'est tout à fait vrai. Le Versailles du XVIIIe, le Versailles de Voltaire après la Régence, eh bien, c'est le Versailles de Rousseau, de Voltaire, de l'encyclopédie, et celle qui porte l'encyclopédie, eh bien, évidemment, c'est Madame de Pompadour. Et Madame de Pompadour, les femmes sous Louis XV, elles jouent un rôle politique, et ce n'est plus la conception de Nietzsche de la femme est le repos du guerrier. Pour Louis XIV, la femme elle est secondaire. Pour Louis XV, la femme joue un rôle de plus en plus important puisque la guerre disparaît. Et la guerre disparaissant, elle joue un rôle dans la peinture, dans l'art, dans la littérature, etc. Alors, les sœurs de Mailly, je ne sais pas si... Voilà, les sœurs de Nel, tu nous en dis un mot très bref. Je préfère que ce soit toi que moi parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, ça, c'est... Je parle comme Louis XIV. Le sort de Nel, mais moi je ne veux pas dire grand-chose non plus. On le voit, c'est trois beautés sur le portrait aussi. Donc ça, c'est les trois sœurs qui étaient dans le lit, parfois on dit même en même temps de Louis XV, mais Louis XV à l'époque elle était jeune, donc c'était avant Madame de Pompadour. En revanche, ce qui est intéressant aussi de savoir que, évidemment, on parle beaucoup de Louis XV, de sa sexualité dégradée. Peut-être il était un petit peu plus viril, beaucoup plus viril que Louis XVI, son petit-fils, qui avait beaucoup de problèmes, on va en parler plus tard. Mais il faut savoir aussi que quand il se marie, il n'avait que 15 ans, il se marie avec une femme qui avait 7 ans de plus que lui, Marie Leszczyńska, la polonaise, qui justement devait être mariée avec une femme espagnole qui n'avait que 5 ans, et comme il fallait quand même avoir des descendants assez vite, il décide plutôt de la marier avec une femme beaucoup plus âgée, plus mûre, avec donc cette polonaise. Mais Marie Leszczyńska, elle va avoir aussi, comme Madame de Pompadour, beaucoup de problèmes gynécologiques. En plus, c'est elle qui a dit cette fameuse phrase « toujours accouchée, toujours accouchée ». Donc, à un moment donné, elle ferme la porte à Louis XV. Et ce moment donné,
c'est quand elle a 36 ans, tandis que lui n'a que 29 ans. Donc évidemment, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à voir ce défilé de filles de plus en plus jeunes avec Madame de Pompadour qui lui fournit à cette petite maîtresse. Mais ce qui est aussi important et intéressant peut-être à faire une remarque, parce qu'on parlait tout à l'heure de François Ier. François Ier qui donnait les bijoux à ses maîtresses. Et là, je pense que vous avez eu la conférence, vous m'avez dit conférence sur François Ier. Mais il faut savoir qu'il les reprenait aussitôt. C'est-à-dire que quand sa femme était plus la favorite, les bijoux, il les prenait. Donc, c'était plus la peine de venir, d'assister au dîner avec les bijoux seulement. Donc, il n'avait plus besoin de bijoux. Tandis que Louis XV, il était beaucoup plus généreux, même un peu trop généreux, ce qui a jeté du discrédit aussi sur la monarchie française, parce que les jeunes filles qui étaient dans son lit, qu'il mettait dans son lit, elles recevaient, même si c'était qu'une nuit, ils partaient avec les bijoux magnifiques, les coffrets, qui coûtaient, dans la plupart des cas, dans les 60 000 livres. Oui, c'est ça. Donc les 60 000 livres, je dis sous l'autorité de l'historien, 60 000 livres, ce qui était la solde de 30 ans d'un officier de la marine, vous imaginez? Donc l'officier de la marine qui gagnait 2000 livres par an. Évidemment, personne n'était mécontent dans cette affaire. Ni les jeunes filles vierges, elles devaient être vierges dans la plupart des cas, sauf quelques-unes comme par exemple quelques-unes comme Belle Murphy, qui était un modèle déjà de bûcher par exemple. Mais les filles devaient être vierges pour l'hygiène du roi évidemment, et les familles n'étaient pas du tout mécontentes de donner leurs filles, de laisser aussi les filles dans les parcs au cerf. D'ailleurs, ce n'est pas le roi qui allait au parc de cerf, comme on dit d'habitude, c'est les filles qui venaient dans le château, très souvent pour une nuit, jusqu'au jour où il rencontre sa dernière maîtresse favorite, qui était magnifique. Je pense qu'elle était la plus belle de toutes les maîtresses royales, au goût peut-être des canons de beauté actuels. En tout cas, c'était donc une certain Bécu, Jeanne Bécu, qu'on appellera plus tard Madame du Barry, parce qu'elle va être mariée pour pouvoir rentrer à la cour. Il fallait que la femme soit mariée, elle ne pouvait pas être jeune fille. Donc, elle va marier cette femme. Et c'était Jeanne Bécu qui arrive aussi, qui est une femme qui n'était même pas bourgeoise, c'était vraiment une femme des mœurs légères. Et d'ailleurs, on trouve, il y avait je ne sais pas si vous avez vu, si vous allez à Paris, il y avait une exposition magnifique sur Fragonard. Et Fragonard, sur un des tableaux, on voit la maison close dans laquelle on prétend que Madame du Barry travaillait à l'époque, même si, bon, peut-être c'est un peu exagéré, parce qu'elle était quand même plutôt destinée à une certaine élite. Donc, c'était pas une fille d'une maison close normale. Mais c'était même pas une bourgeoise. Donc, quand elle arrive à Versailles, après la première nuit, Louis XV dit à son valet, Louis XV qui avait à l'époque combien, 59 ans, Louis XV dit à son valet de chambre qui cherchait, après Madame de Pompadour, quand il ne le faisait plus, qui cherchait courait dans tout Paris pour trouver les jeunes modistes, etc., pour les amener à Versailles, il lui dit, c'est la première fois que j'ai connu le plaisir. Et le valet lui répond, selon quelques mémoires, et d'ailleurs dans les mémoires de Madame du Barry, il lui répond, non pas dans les mémoires de Madame du Barry, il ne peut pas le dire d'elle-même, mais je ne sais plus où, mais en tout cas, c'est aussi véridique. Le valet lui répond, mais c'est parce que c'est la première fois que vous avez la professionnelle dans votre lit. Et Louis XV s'attache tellement à cette jeune fille qu'il ne se quitte plus. Il ne se quitte plus jusqu'à la mort de Louis XV. Et pourquoi? Donc nous avons aussi réfléchi à ce pourquoi elle abandonne d'un coup toutes ces nombreuses jeunes filles et elle garde Madame du Barry, il est follement amoureux d'elle.
on pense qu'il apportait une certaine légèreté dans la vie de Louis XV, parce que Louis XV, encore une fois, on le voit souvent comme un roi fort, viril, avec plein de maîtresses, mais c'était un homme qui était dépressif, qui était très souvent dépressif. Il perd sa femme très tôt, il perd un nombre de ses enfants, tandis qu'il est, lui, il reste, et parfois on le retrouve enfermé pendant les journées entières, même plusieurs jours dans sa chambre. On ne sait plus comment le faire sortir de sa chambre parce qu'il est en dépression. Et c'est Madame du Barry qui sort, qui arrive à le sortir de cette dépression par sa légèreté. C'est la seule femme d'ailleurs qui le tutoyait. Les autres devaient, parce que personne n'osait tout simplement le vouvoyer, tandis que Louis XV n'était pas comme Louis XIV. Louis XIV, c'était les protocoles, c'est lui qui commence d'ailleurs ces protocoles très stricts pour la monarchie absolue française dans cette période, tandis que Louis XV détestait tout ça. Et lui, il voulait avoir une femme normale à côté de lui. Elle le tutoie, elle l'amuse beaucoup parce qu'elle lui raconte les histoires, le dernier coup, qui couche avec qui fait quoi, et ça lui plaît beaucoup. Et Madame du Barry, elle a même une police pour elle, une police secrète, qui court à la recherche de ces anecdotes pour amuser le roi, comme chez Scheherazade, tous les soirs. Et donc, c'est cette femme qui restera jusqu'au bout avec Louis XV. Et oui, le château change. Le château entre 1715 et la mort de Louis XV, le 10 mai 1774, change. Et il change dans sa façon d'être, dans sa vieillesse. Louis XIV dit à ses peintres de supprimer plusieurs décors. Il dit « Je veux voir de l'enfance partout ». Donc on fait des chérubins, la peinture évolue au lieu d'avoir les grandes scènes de guerre de Lebrun. Et il dit « Je veux moins de couleurs ». Tous ces plafonds, c'est trop chargé. Plus il avance dans la vieillesse, Louis XIV, plus il veut des portes blanches et dorées, ce qui vont s'imposer au XVIIIe siècle. Et donc ce château change, la mentalité des personnages change. Et Louis XV, il est discrédité aujourd'hui, il reste discrédité malgré la très belle biographie de Michel-Antoine chez Fayard il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années. Le personnage n'a pas la grandeur d'un Louis XIV, et ça se comprend. Louis XIV, il a agrandi le royaume pratiquement à ce qu'il est aujourd'hui. Lorsque Louis XIV hérite de la France, c'est la France de François Ier à peu près, c'est 450 000 km². Lorsque Louis XIV meurt en 1715, Perpignan est français, le Roussillon est français, l'Artois est français, Arras est français, Lille est devenu français en 68. En 1668, il a acheté Dunkerque en 1662, l'Alsace est devenue française en 48, Strasbourg est devenu français en 1682. Quand vous imaginez que Charles Quint, dans son testament, disait « Je veux être enterré chez moi à Dijon », on n'a plus ça sous Louis XIV. La Bourgogne et la Franche-Comté, Besançon, tout ça c'est français. Et donc Louis XIV, c'est la grandeur, et cette grandeur, vous l'avez dans le château de Versailles. Des grandes pièces, des grands salons, la salle du trône et tout. Louis XV, c'est la timidité. Cette dépression dont vient de parler Anna, c'est dû au fait que cet enfant a perdu ses parents lorsqu'il avait 2 ans. En 1712, son père, le duc de Bourgogne, sa mère, la duchesse de Bourgogne, 3 jours après, ses 2 petits frères en 1712 également, qui sont morts avant lui. C'est un enfant donc triste qui, comme tu viens de le dire, à 29 ans, ayant fait 10 enfants à son épouse qui en a 36, se voit interdit de la chambre de son épouse Marie Lexelska sur ordre des médecins. Et là aussi, ça vous permettra de corriger ce que vous entendez de la part de vos voisins, les touristes, quand vous visitez Versailles, qui disent quand même, c'est roi et tout, quelle débauche, des enfants naturels. À 29 ans, il est privé de sexualité légitime. Et donc, il est évident que les maîtresses, comme les sœurs de Nesle, vous en avez vu 3, et il y en a une 4e qui n'est pas représentée sur le tableau, elles ont été les maîtresses successives de Louis XV, et la cour disait, eh bien, on n'a jamais eu un roi aussi fidèle. Il est fidèle à une famille.
Et il était fidèle, effectivement, aux 4 sœurs de Nesle. Après, il y a eu Madame de Pompadour. Alors, Madame de Pompadour, c'est vrai qu'elle a joué un grand rôle littéraire, elle a joué un grand rôle, et comme l'a dit Anna, elle a fourni des cousines, des petites parentes à Louis XV qui distrayaient le roi. Et alors on a pris un très très bon illustrateur pour faire la couverture de ce livre. On l'a montré tout à l'heure à quelqu'un dans la salle. Cet illustrateur s'est inspiré d'une phrase du livre, qui est une phrase de contemporain, qui dit « On savait très bien avec quelle femme Louis XV avait passé la nuit, parce que le lendemain, elle était dans un état épouvantable. » Et donc, vous avez ça sur la couverture. Vous avez devant le beau chignon, l'éventail intact, le mouchoir intact, une jolie robe et un beau corsage. Et l'illustrateur s'est amusé à faire avant-après, où le corsage est ouvert, les seins sont sortis, l'éventail est cassé, le mouchoir est cassé, et le chignon est complètement effondré. Et donc, beaucoup de gens ne le remarquent pas tout de suite. Il faut regarder, effectivement, pendant quelques minutes pour trouver l'inspiration de l'illustrateur. Et donc, ce Louis XV, eh bien, avec Madame de Pompadour, qui a les problèmes qui sont les siens, il est déprimé. Et il adore, par exemple, c'est assez macabre, visiter les cimetières. Louis XV et Madame de Pompadour, lorsqu'ils vont visiter Le Havre en 1749, vont voir les tombes remuées de terre fraîche. C'est assez curieux comme distraction. Et donc là-dessus, il est évident que Madame du Barry a été une immense bouffée d'air pour le roi, pour le château aussi. Et ce château, comme on l'a dit en introduction, eh bien ce château, il vieillit. Il y a eu la création, il y a eu la jeunesse, il y a eu ce Louis XIV de 23 ans qui a créé le château. Il y a eu la maturité avec les perversions de cet homme de 50 ans qu'est Louis XV. Et ce château vieillit, même si le roi est jeune, il vieillit de par l'impuissance donc du jeune roi Louis XVI qui épouse Marie-Antoinette et qui dit une phrase qui montre d'ailleurs qu'il ne sera pas un grand roi, puisque la première phrase de roi de Louis XVI, c'est une erreur. Il tombe à genoux au pied du grand escalier de Versailles et il dit à Marie-Antoinette « Mon Dieu, nous régnons trop jeunes ». Il a 19 ans. Son grand-père Louis XV est devenu roi à 4 ans et demi. Son arrière-grand-père Louis XIV est devenu roi à 5 ans. Son trisaïeul Henri IV est devenu roi, le fils d'Henri IV, Louis XIII, est devenu roi à 9 ans. Et donc Louis XVI, lorsqu'il dit « nous régnons trop jeunes », est celui des Bourbons qui a régné le plus vieux. Et donc ça augure mal de ce règne qui s'inaugure donc en 1774 avec Marie-Antoinette. C'est vrai que la monarchie française elle était déjà assez discréditée à l'époque de Louis XV, avec toutes ces aventures, avec surtout les dépenses, parce qu'évidemment les gens, à la limite, ça ne les intéressait pas les affaires du roi, au contraire c'était la virilité. Il fallait montrer Ramsès II, il avait 102 fils, 120 fils, donc c'était la preuve de la virilité des rois, leurs aventures. Mais ce qui ne plaisait pas aux gens, c'était les dépenses qu'ils dépensaient évidemment beaucoup pour ces jeunes filles, etc. Et quand Louis XVI arrive au pouvoir, la monarchie est déjà discréditée, mais en plus au moment où la monarchie devrait se remettre sur pied par le jeune roi, et qui fidèle justement, parce que justement il n'a pas de relation avec Marie-Antoinette, il arrive à Louis XVI, un roi lourd, qui est très très grand, qui fait 1m90, tandis que ses courtisans ils font tous 1m65-170. Donc il doit être toujours courbé pour prêter l'oreille à ses courtisans. Donc il avait tout le temps se pencher vers eux, malgré, au lieu d'avoir au contraire une posture majestueuse. C'est un roi qui aime chasser, mais bizarrement, c'est un mauvais cavalier, donc il ne monte jamais à cheval. Et d'ailleurs, pendant les journées de la Révolution, il se promène toujours dans le carrosse, ce qui est une erreur aussi monumentale, parce qu'il fallait aller comme Napoléon, comme on fait d'autres rois, comme
même les femmes, moi j'écris sur Catherine II de la Russie, qui n'a pas eu peur, elle, qui n'était pas légitime au pouvoir, aller vers l'armée pour dire « moi je suis votre impératrice ». Et lui, il se promenait dans le carrosse, les gens ne le voyaient pas, donc évidemment, il ne le soutenait pas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, donc il fallait se montrer en personne. Et donc, ce roi, dont le plus grand voyage, c'était le voyage au Havre, qui était décrit par Marie-Antoinette comme la plus grande aventure du règne de Louis XVI dans ses mémoires. Donc, c'est pas du tout un roi qui convenait à la France à cette époque. Et c'est pour cela, donc, l'un des problèmes, c'était justement l'absence de vie sexuelle du roi, qui commençait aussi à inquiéter beaucoup le peuple, ou à amuser. En tout cas, tout le monde parlait de Louis XVI ou de Marie-Antoinette, qui n'avait pas de relation sexuelle pendant 7 ans. Et donc évidemment, on parle aussi de Marie-Antoinette, et pas en bon terme, parce que c'est une jeune femme, on disait souvent qu'elle était un peu folle, farfelue, un peu extravagante, mais il ne faut pas oublier que Marie-Antoinette arrive en France à l'âge de 14 ans, donc on la sort d'Autriche, d'une petite cour, par rapport à la plus grande cour du monde, la cour française, et sa vie sans... D'ailleurs, elle est toujours sous la loupe parce qu'on demande ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi elle n'a pas d'enfant. Sa mère lui écrit comment elle faut faire, son frère vient la voir pour parler à Louis XVI. Donc Louis XV décide de voir le problème lui-même. Donc il vient avec le médecin pour voir si tout va bien chez son petit-fils, parce que pour lui, qui a été toujours avec la belle et jeune Madame du Barry, c'était pas normal qu'un jeune homme de 19 ans ou de 20 ans n'ait aucune relation avec sa femme. Et donc finalement, après la petite opération, tout rentre dans l'ordre. Mais c'est le roi qui ne convenait pas du tout à la France. C'était un roi bourgeois qui était un très bon père. Il s'amusait à quatre pattes avec ses enfants, à jouer, à courir dans les couloirs de Versailles. Mais ce n'est pas un roi guerrier, ce n'était pas une personnalité, il n'avait pas une forte personnalité. Et il est tombé dans une très mauvaise période pour lui, parce qu'il aurait fallu un Louis XIV ou un Napoléon qui viendra plus tard pour sauver la monarchie française et l'empire français des dangers de la Révolution. Et oui, ce château de Versailles finit mal quelque part. Il finit mal parce qu'on vient de dire Louis XIV, 59 ans de guerre. Louis XV, 11. Louis XVI, 5. Alors, en 3 règnes, on voit la guerre passer de 59 ans à 5 ans. Alors, la guerre, elle est glorieuse. C'est la fameuse guerre d'Amérique, 1778-83. Donc, on a un Louis XVI à qui les triomphes de la guerre d'Amérique devraient profiter jusqu'au traité de paix de 1783. Mais la guerre d'Amérique, c'est Boston, c'est Philadelphie, c'est la baie de la Chesapeake, c'est Yorktown, c'est Washington, etc. Sur le sol français, il ne se passe rien. Et par conséquent, c'est le seul roi qui ne soit pas le symbole de ce qu'est le roi. Il y a un très bon livre qui a été fait il y a quelques années par Joël Cornette qui s'appelle « Le roi en France, roi de guerre ». Le roi, comme le chef de l'État aujourd'hui, c'est lui qui appuie sur le bouton, c'est toujours vrai, c'est le chef des armées. Et donc, le roi, on doit le voir à la guerre. Et le seul roi qu'on n'a pas vu en France depuis Hugues Capet, et même auparavant, avec Mérovée, etc., c'est Louis XVI. Louis XVI n'est pas un roi combattant. Il n'est jamais à cheval. Alors on dit c'est un roi qui a protégé la Pérouse, c'est un roi qui en montant à l'échafaud a dit d'ailleurs a-t-on des nouvelles de la Pérouse. La phrase est sûrement fausse et apocryphe. Mais ce roi qui soi-disant aime la mer, il a vu la mer pour la première fois, tu y faisais allusion, en 1786 à Cherbourg, il a 32 ans. Louis XIV, il a vu la mer à Dieppe à 9 ans.
Louis XIV, il est allé à Bordeaux en 1650. Il a 11 ans et demi. Et Louis XIV a vu la mer à Dunkerque à 20 ans, à 3 reprises, à Mardyck. Il est allé à Dunkerque. Louis XIV connaît son royaume. Louis XIV est allé à Toulon. Louis XV est allé au Havre. Louis XV s'est battu. Il est allé à Metz. Et c'est là qu'on lui a d'ailleurs donné le surnom du bien-aimé, parce qu'il a été malade au moment donc, de la guerre en 1746, guerre qui était commencée depuis 1944, guerre de succession d'Autriche. Et Louis XVI, il n'est plus le roi de guerre, il n'est plus le roi à cheval. C'est-à-dire que tout ce qui faisait et qui justifiait le roi est en train de disparaître. Et en même temps, ce qui est en train de disparaître, c'est la justification de la noblesse. Parce que la noblesse à Versailles, elle s'amuse, mais elle ne s'amuse pas souvent, je vous l'ai dit. 59 ans de guerre, la noblesse, donc elle s'amuse l'hiver, lorsqu'elle vient hiverner. On joue aux cartes, on a des maîtresses, on va chasser, le reste du temps, on est au combat. Sous Louis XVI, il n'y a plus de guerre. Par conséquent, la noblesse, et Chateaubriand a très très bien compris, on a une magnifique phrase de Chateaubriand qui vous dit: la noblesse est passée de l'âge des supériorités, c'est-à-dire le Moyen-Âge, où elle était supérieure et où elle était au combat, à l'âge des privilèges, c'est sous Louis XVI, et elle n'est plus légitime puisqu'elle ne combat plus. Et elle arrive, au moment de la mort de Chateaubriand en 1848 à 80 ans, elle arrive à l'âge des vanités, où même Balzac va ajouter une particule sur son contrat de mariage pour faire croire que c'est la famille d'Honoré de Balzac. Donc les privilèges jusqu'aux vanités, eh bien la cour de Louis XVI, c'est la cour des privilèges. Et par conséquent, ce peuple en France qui a faim, qui connaît par le plus grand des hasards les épizooties de 1776, qui connaît la faim et qui connaît les famines, les grands hivers, le grand hiver de 1787-88 puis 88-89, eh bien ce peuple va se porter sur le château de Versailles les 5 et 6 octobre 89 pour en retirer le boulanger, la boulangère et le petit mitron, ce qui est très symbolique, parce que le peuple a faim, et donc Marie-Antoinette et Fersen se séparent à ce moment-là, et tu nous dis peut-être quelques mots sur Fersen avant de conclure. Oui, donc on va conclure maintenant parce que je vois qu'il y a déjà un pleur et tout le monde a faim, peut-être. Après nos histoires, donc nous on s'est permis une seule liberté dans ce livre, avec la dernière lettre de Marie-Antoinette qui est inventée, qui n'existe pas. Les autres épisodes sont tous authentiques et vérifiés par les mémoires, parce qu'on voulait, comme je vous l'ai dit, conclure le livre avec cette note de l'amour platonique après toutes ces histoires érotiques. Enfin, c'est peut-être justement le regard féminin qu'il a voulu, mais ça se termine comme ça. Et donc, dans cette lettre, on dit qu'il n'y avait pas de relation entre Marie-Antoinette et de Fersen, tandis que, honnêtement, personnellement, je pense qu'il en a eu des relations entre eux. Et en plus, il y a il y a 3 semaines, quelque chose comme ça, il avait un scoop dans le Point, je crois, soi-disant que les lettres entre Marie-Antoinette et de Fersen n'étaient pas retrouvées parce qu'elles existaient, mais étaient déchiffrées, parce qu'il y en avait des parties qui étaient soit codées, soit effacées, donc ils ont pu déchiffrer ceux qui étaient effacés ou codés. Voilà, donc ça c'est intéressant de découvrir ça, parce qu'apparemment ces parties-là n'étaient pas tout à fait chastes. Et en plus, de Fersen, enfin, ça serait quand même étonnant que de Fersen, qui était amoureux toute sa vie d'elle, soit amoureux d'elle comme Chateaubriand ou comme je ne sais pas. Non, je veux dire de l'amour platonique et digne des poètes italiens, de Tarque, etc. Non, de Tarque, comme maintenant ça. Je sais. Tristan et Isolde. Non, pas Tristan et Isolde. Bon. Ça me charme maintenant, pourtant c'est pas le manque, je sais pas, c'est justement le manque peut-être. Le manque de quelque chose. Donc,
C'était donc, lui, il aimait jusqu'à la fin de sa vie, et même quand Marie-Antoinette a perdu la sienne, justement, il continuait à dire à sa sœur, écrire à sa sœur dans sa lettre, que c'était le seul amour de sa vie. Donc ça serait quand même un petit peu étonnant qu'il ne s'est pas connu avant autrement. Et en plus, il paraît qu'à Versailles, il existe un escalier, un petit escalier, qui mène des appartements de Marie-Antoinette, parce que les appartements de la reine et du roi étaient séparés, vers les appartements qui étaient occupés par des Fersen, qui se plaignaient qu'il faisait très froid parce qu'il n'y avait pas de poêle à l'époque, donc il n'était pas installé dans tous les appartements. Donc c'est pour ça qu'on sait qu'il avait un lien entre les deux. Oui, et ce château donc fait finit mal parce que on s'aperçoit que ce qui nous amuse aujourd'hui dans la presse, on l'a vu avec le tabac de Merci pour ce moment, par exemple. Bon, on voit bien que ça intéresse les gens, ça amuse les gens. Et on voit bien qu'on est identique aux gens du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et ça, c'est une grande leçon qu'il faut retenir, parce qu'on raisonne exactement de la même façon et on pense exactement de la même façon. Et lorsque la France de 1789 a Louis XVI au pouvoir, et bien justement, c'est pas Ramsès II, c'est pas Louis XV, c'est pas Henri IV. La virilité, c'était la puissance. Et donc, un roi se devait effectivement d'être puissant et d'être puissant vis-à-vis d'un très grand nombre de femmes. Et donc, Louis XVI est ridiculisé. Il n'y a plus la guerre est loin, on ne le voit pas à cheval. Pendant 7 ans, il n'a pas d'enfant avec son épouse, alors que son frère, le comte d'Artois, a des enfants avec la sienne, qui deviennent donc les héritiers de Louis XVI, puisque pendant 7 ans, il n'y a pas d'enfant. Et on cite un seul pamphlet, parce qu'il y en a beaucoup qui sont grivois sur Louis XVI à ce moment-là, sur tous les ponts de Paris, où tous les ans, pour le 6 janvier, lorsqu'on va tirer les rois, eh bien on publie une chanson d'époque où tous les Français disent « Mais qu'est-ce qu'on va tirer les rois aujourd'hui? Le roi ferait mieux de tirer la reine. » Merci. Bon, mais écoutez, je pense que nous avons écouté quelque chose de tout à fait... effectivement, il y a de l'air qui rentre. Et puis mais aussi, ce n'est pas que frivole, bien entendu. Une réflexion sur le comportement de la société de cette époque, les parallèles qu'on peut faire avec aujourd'hui, et puis surtout cette idée de ce château qui finit mal, ça, je trouve ça tout à fait juste, quoi, de voir comment d'une puissance extraordinaire incarnée par Louis XIV, mais on tombe à un roi qui finit la Révolution. Mais je pense qu'il y a des questions dans la salle, donc on va vous passer le micro. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, comment on fait pour écrire un livre à deux? Bon, en fait, dans ce livre, parce qu'on a écrit un autre livre ensemble sur un euro, des livres d'histoire pure, enfin d'ici aussi, mais sans partir romancer sur un autre héros, Pascal Paul, et un héros corse, parce que moi je suis par mon mari maintenant devenu corse, et professeur Virgile Franceschi, qui est d'origine corse, lui aussi. Donc on a travaillé sur ce donc sur ce personnage. Et donc là c'était différent parce que chacun traitait une partie particulière. Tandis que là, Michel il faisait la partie histoire. Donc ensuite moi je lisais ce qu'il faisait. Donc je rajoutais, on choisissait un épisode à romancer, une histoire un petit peu plus cocasse. Et ensuite, donc, je faisais des recherches de mon côté sur les personnages, sur l'époque, sur cet épisode, et je romançais ces parties. Et ensuite, donc, Michel me lisait, et donc c'était la lecture, c'était le jeu de lecture permanent. Donc le livre il était fait comme ça.
Oui, ça s'écrit finalement très, très, très agréablement. Un livre à deux, le tout c'est de bien définir au départ comment on va procéder. Et donc, bon, moi vous me connaissez, certains d'entre vous, puisque vous m'avez entendu plusieurs fois, c'est l'histoire pure. L'histoire pure, c'est pas toujours rigolo pour le lecteur. C'est très sympa pour le chercheur, parce qu'on trouve des faits, on trouve des textes, on trouve des archives, mais c'est quand même assez aride, assez souvent. Et Anna, elle a l'avantage d'avoir le côté littérature. Bon, on s'intéresse beaucoup au roman en particulier, et donc il faut avoir un autre style et un autre talent que la recherche purement archivistique. Et donc on s'est partagé le travail, et alors vous le verrez d'ailleurs dans le livre, il y a la partie où on dit la première pierre du château de Versailles, elle a été posée par tel maçon, tel entrepreneur, etc. Ça a coûté tant de millions de livres à Colbert, bon, et l'année d'après ça a coûté tant. Et puis, vous avez ces lettres qui partent de faits réels. Les lettres, par exemple, de Villarceau à Madame de Maintenon, qui n'est pas encore Madame de Maintenon, mais qui est Françoise d'Aubigné. Et alors, je dois avouer que lorsque j'ai reçu les premiers chapitres d'Anna, qui sont encadrés, vous le verrez, avec une serrure au-dessus, je lui disais au téléphone, tu l'as trouvée où, cette lettre? Et il me dit, mais je l'ai écrite. Et donc, j'ai eu encore, il y a quelques jours, un professeur de l'Université de Bordeaux, professeur émérite, c'est-à-dire en retraite, qui, je pense à ça parce qu'on est ici en Aquitaine, et au sujet de cette lettre de Villarceau, est-ce que vous pouvez me donner la référence, etc. Parce que je ne la connais pas. Et donc, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est d'arriver à écrire comme au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, j'attends son Catherine II là, avec impatience, mais d'arriver à écrire dans la peau. Ça se faisait beaucoup du temps de Dumas, effectivement, ça se faisait beaucoup au 19e siècle, où l'histoire des ferrets de la reine et tout, on s'y croirait, Buckingham, on s'y croirait, et donc c'est l'apport dont a beaucoup profité, je dois dire, l'historien, et je remercie beaucoup Anna, parce que ce livre est traduit maintenant en espagnol, en tchèque, en roumain, en hollandais, etc. Et moi j'avais été modestement traduit en portugais, et je ne sais plus en anglais, mais c'est à peu près tout. Bon. Et donc on attend maintenant le chinois apparemment, et le russe, les contrats sont en cours de discussion entre l'éditeur et puis Saint-Pétersbourg et Pékin. Voilà. Je voudrais apporter une petite précision, oui, ce que vous avez dit, parce que vous avez parlé de la première pierre, combien ça coûtait, Colbert, tout ça. Mais en fait, c'est vrai que Michel il a fait 5 ou 6 pages sur tout ce qui était les finances de l'époque, les factures, etc. Et l'éditrice, quand il a lu, il a parlé, il a dit non, c'est pas assez érotique ça. Alors, on n'allait pas le trouver dans le livre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a vu le parallèle que vous faisiez entre l'époque actuelle et puis cette époque-là. J'ai cru entendre dans la presse que certains présidents, vous en avez fait une allusion, arrivaient à tromper leur garde du corps pour aller sur des motos. Mais comment, à cette époque-là, quelqu'un a pu se cacher sous un lit ? Parce qu'ils étaient quand même... Oui, mais c'est assez étonnant, donc visiblement c'est en soudoyant la servante, qui était peut-être d'ailleurs une des nombreuses maîtresses du duc de Lauzun. C'est ce qui lui a permis d'entrer dans la chambre de Madame de Montespan. Mais Lauzun était quelqu'un qui était très facétieux. Et donc, il voyait bien qui étaient les maîtresses de Louis XIV en particulier. Louis XIV avait eu pour maîtresse Marie Mancini, puis ensuite Olympe Mancini, qui était une femme qui était très très belle, c'était les nièces de Mazarin. C'était les filles de la sœur de Mazarin et de Mancini. Et donc, Lauzun regardait justement par le trou de la serrure et il voyait le jeu de Louis XIV qui allait taper régulièrement à cette porte
Et Olympe Mancini avait trouvé un procédé à lui laisser la clé à l'extérieur, ce qui permettait à Louis XIV d'entrer directement dans la chambre. Et Lauzun a chippé la clé. Et donc, le lendemain soir, quand le roi est arrivé, alors il tambourinait tout ce qu'il pouvait à la porte du château. Et donc, elle était enfermée de l'autre côté, il est reparti dépité, il n'a pas pu entrer. Donc, on pouvait faire ce genre de plaisanterie. Bien. Il y a une question? Pour élargir un peu le champ de l'histoire, pour remonter aussi bien avant et après, quand François Ier, Henri IV, Louis XIV, et puis d'un autre côté, Louis XIII, Louis XV, Louis XVI, et puis ensuite on a d'autres grands hommes. Est-ce que vous ne pensez pas que avant d'être un grand roi ou un grand homme d'État, il faut d'abord être un grand amant? C'est possible, c'est vrai depuis Charlemagne, hein, c'est assez vrai. Moi, j'ai lu un livre, non, parce que c'est le sujet de débat. Est-ce que le pouvoir est un ultime aphrodisiaque par Kissinger, un grand diplomate américain, que je lance de temps en temps avec mes étudiants à Sciences Po, parce que bon, ils sont concernés, les premiers concernés. Donc, en fait, il est vrai qu'il y a des ouvrages qui existent et qui montrent que les hommes qui aspirent au pouvoir sont les hommes comme les mâles dominants. Donc, c'est lié à l'anthropologie plus qu'autre chose. Ce qui est vrai, qu'ils ont beaucoup plus de testostérone. Donc, bon, les rois, c'est pas pareil parce que c'est héréditaire. Mais d'ailleurs, Louis XIV, on voit bien entre le duc d'Orléans et Louis XIV cette grande rivalité qu'on n'a pas évoquée en parlant de leur relation, justement parce que Louis XIV, il est peut-être plus viril dans ce sens, et son frère lui laisse le pouvoir, parce que c'est lui qui est le héros de la guerre d'Hollande, et c'est Louis XIV qui est jaloux, qui le retire de la guerre d'Hollande pour justement le reminer, parce que quand il voit que le peuple commence à l'acclamer en disant que c'est lui qui va à la guerre, c'est pas toi, enfin, dans ce terme, donc lui, il lui vole sa gloire. Mais effectivement, lui laisse cette gloire parce qu'il n'a pas assez de testostérone pour lutter pour le pouvoir. C'est anthropologiquement, physiologiquement, c'est assez bien expliqué dans les derniers ouvrages qui sont sortis sur le pouvoir comme ultime aphrodisiaque. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, donc alors je vous rappelle, vous avez donc le livre qui est à votre disposition au stand de format livre et que les auteurs seront